Je m'appelle Julien Bellamy. J'ai 26 ans. Le 15 mars 2025, à exactement 19h43, mon père a transformé le magnifique dîner du 35e anniversaire de mariage de notre famille en une brutale expulsion publique. Devant 18 de nos plus proches parents, il s'est tenu au bout d'une immense table en acajou, a pointé son doigt tremblant directement vers la lourde porte d'entrée en chêne, et a rugi, dehors et ne reviens pas. Il m'a complètement humilié, se moquant de mes choix de vie et me traitant de disgrâce totale pendant que le reste de ma famille restait assis dans un silence glacial et approbateur. Mais il y avait un énorme secret mondial qu'il ne connaissait pas. Il pensait qu'il jetait à la rue un décrocheur paresseux et au chômage de l'école de médecine, ignorant complètement que j'étais déjà tranquillement assis sur une fortune personnelle de 42,5 millions de dollars. Et en ce moment même où je vous parle, ces mêmes personnes qui m'ont rejeté comme un déchet me supplient désespérément de les aider. Avant que je vous raconte exactement comment la vérité a brisé leur monde parfait et arrogant, s'il vous plaît, faites-moi une petite faveur. Cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la vraie justice et dites-moi exactement d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien signifie tout pour moi. Maintenant, revenons au moment exact où mon ancienne vie est officiellement morte. La salle à manger de la vaste maison de ville de mes parents dans l'Upper East Side était d'un silence étouffant au moment où la voix tonitruante de mon père a cessé de résonner contre les hauts plafonds. Le silence qui a suivi était lourd, épais et profondément toxique. Pas une seule personne assise à cette table extravagante ne m'a défendu. Mon frère aîné, Preston, qui avait toujours été l'enfant prodige et la fierté incontestée de la famille, m'a simplement regardé avec un petit sourire victorieux fermement planté sur son visage. Il m'a regardé de la façon dont un roi regarde un paysan qui a finalement été banni du château. Ma mère, Béatatrice, ne voulait même pas me regarder dans les yeux. Elle fixait simplement à travers les verres à vin en cristal coûteux et les couverts en argent parfaitement disposés, comme si j'avais déjà cessé d'exister. Elle m'effaçait déjà mentalement du portrait de famille. Mon jeune cousin, Gideon, un jeune de 23 ans qui avait toujours suivi les règles de mes parents comme un mouton terrifié, gardait les yeux fermement rivés sur son assiette en porcelaine, trop paralysé par la colère de mon père pour même respirer. Je ne me suis pas disputé avec eux. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas plaidé pour ma place légitime à la table familiale. Et je n'ai absolument pas essayé de m'expliquer. Les explications sont pour les gens qui ont besoin de validation, et j'avais cessé d'avoir besoin de la leur il y a très longtemps. J'ai simplement tendu la main en arrière, attrapé mon lourd manteau de laine du dossier de ma chaise, tourné le dos à ma lignée, et suis sorti dans la nuit new-yorkaise, fraîche et mordante. Ils croyaient sincèrement qu'ils avaient mis fin à mon histoire là, dans cette salle à manger. Ils pensaient que je disparaîtrais tranquillement dans l'ombre de l'échec, ruiné à jamais par leur rejet ultime. Ils s'imaginaient que je finirais par mendier à leur porte en moins d'une semaine, complètement dépendant de leur richesse et de leurs conditions étouffantes. Ils n'avaient absolument aucune idée que le prochain chapitre de ma vie se déroulerait complètement hors de leur contrôle, plus bruyant et plus public que tout ce que leurs esprits prestigieux pourraient jamais imaginer. J'ai marché le long de la rue calme et bordée d'arbres, mes mains parfaitement stables alors que je sortais mes clés de ma poche. L'air froid a frappé mon visage, mais je ne ressentais rien d'autre qu'une clarté cristalline absolue. J'ai déverrouillé ma Porsche 911 noire de minuit, une voiture qui coûtait plus cher que la plupart des maisons des gens, me suis glissé dans le siège conducteur en cuir personnalisé, et j'ai démarré le moteur. Le grognement bas, puissant et agressif du moteur était le seul son qui me réconfortait à ce moment-là. Il m'a fallu exactement 23 minutes pour conduire de ce quartier toxique et étouffant de l'Upper East Side jusqu'à mon propre bien immobilier de premier choix dans le sud de Manhattan. J'ai pris la FDR Drive, regardant les lumières de la ville défiler en flou dans l'obscurité. Je n'ai pas pleuré. Pas une seule larme ne s'est formée dans mes yeux. Je n'ai pas crié dans la voiture vide, et je n'ai pas frappé du poing contre le volant de frustration. Ma respiration est restée parfaitement régulière, rythmée et calme, parce que je possédais une connaissance singulière qui changeait toute la dynamique du pouvoir. Je détenais une quinte flush royale, et ma famille misait toute sa réputation sur une paire de deux. Je suis entré dans le parking souterrain hautement sécurisé et fortement gardé de mon immeuble de luxe à exactement 20h11. J'ai contourné le hall et pris l'ascenseur privé à grande vitesse directement jusqu'au 62e étage. Les portes se sont ouvertes pour révéler ma maison. J'ai déverrouillé la porte de mon penthouse de 260 mètres carrés. Un chef-d'œuvre d'architecture moderne et tentaculaire, acheté entièrement avec mon propre argent durement gagné, sans un seul centime de leur richesse conditionnelle. J'ai laissé tomber mes clés sur la table d'entrée en marbre,
suis passé devant les immenses œuvres d'art personnalisées, et me suis assis sur mon canapé en cuir italien à 18 000 $. La ville s'étendait devant moi à travers d'immenses baies vitrées, une mer de lumière scintillante et de possibilités infinies. J'ai ouvert mon ordinateur portable élégant, l'écran illuminant la pièce sombre. Un email frais et incroyablement important m'attendait dans ma boîte de réception de la part de l'équipe éditoriale de Forbes. L'objet du message indiquait « Date de publication 31h30 confirmée ». J'ai cliqué pour ouvrir l'email et j'ai lu attentivement le texte. Le message indiquait que mon profil, ma biographie, et le détail complet de mon immense succès financier étaient officiellement verrouillés pour une publication le 26 mars à exactement 6 heures, heure de l'Est. J'ai fermé l'ordinateur portable, penché la tête en arrière contre le doux canapé en cuir, et j'ai souri dans le silence vide et luxueux de ma belle maison. Ma famille pensait que j'étais un parasite vivant aux marges extrêmes de la société. Ils pensaient que j'étais un échec pathétique qui avait gâché une brillante carrière médicale pour jouer à des jeux vidéo dans le noir. Dans quelques jours à peine, ils allaient découvrir la vérité absolue et sans filtre. Ils allaient la découvrir par des recherches frénétiques sur Google, par des identifications sur Facebook de parents jaloux, et par les murmures choqués de leurs collègues médecins d'élite dans les couloirs de l'hôpital. Ils étaient sur le point d'apprendre que pendant qu'ils étaient occupés à scénariser mon échec misérable, je construisais un empire financier absolu juste sous leur nez incroyablement arrogant. Mais pour vraiment comprendre pourquoi la haine de mon père pour mes choix était si incroyablement profonde, et pourquoi ma mère était si obsédée par la destruction de ma réputation, il faut comprendre l'héritage profondément oppressif et toxique du nom Bellamy. Je pensais que le pire de leur cruauté était terminé cette nuit-là. J'avais tellement tort. La vraie guerre n'avait même pas encore commencé. Dans la famille Bellamy, votre valeur en tant qu'être humain était strictement déterminée par un seul facteur intransigeant. Que vous portiez ou non une blouse blanche immaculée et un stéthoscope, il n'y avait que deux voies acceptables pour nous dès le jour de notre naissance. Soit vous poursuiviez une carrière d'élite en médecine, soit vous acceptiez une vie de déception absolue et de honte familiale sans fin. Nous étions une dynastie bâtie sur des scalpels et des égos massifs. Mon grand-père avait été un chirurgien cardiaque légendaire dans les années 1960, l'un des pionniers médicaux qui ont littéralement introduit la chirurgie à cœur ouvert, hautement expérimentale, à New York. Son nom était encore gravé sur les murs de l'aile de l'hôpital. Mon père, le docteur Harrison Bellamy, a suivi directement ces traces massives et intimidantes, gravissant impitoyablement les échelons politiques de l'hôpital pour devenir le directeur de la chirurgie cardiovasculaire dans un établissement médical classé 8e dans tout le pays. Ma mère, la docteure Béatatrice Bellamy, était une interniste très en vue et incroyablement bien connectée, dont la liste de patients privés et exclusifs était une porte tournante de sénateurs d'État riches, de PDG d'entreprises et de personnalités de la vieille bourgeoisie. Chaque table basse de notre maison d'enfance était empilée de revues médicales épaisses. Une lourde plaque de bronze gravée des mots « Le service par la science » était accrochée bien en évidence au centre de la salle à manger formelle. Un rappel constant et menaçant de ce qui était attendu de nous. Naturellement, en tant que fils de cette royauté médicale, nous étions lourdement préparés pour être la 4e génération. Nous n'étions pas autorisés à avoir des rêves. On nous donnait des itinéraires. Mon frère aîné Preston, qui avait maintenant 32 ans, avait embrassé le culte familial complètement et sans hésitation. Il était une étoile montante de la neurochirurgie, un homme qui publiait déjà des articles de recherche complexes dans de grandes revues médicales et se promenait dans les couloirs de l'hôpital comme s'il en était le propriétaire. Il était brillant, oui, mais il était aussi incroyablement arrogant et profondément narcissique. Ma mère s'assurait de se vanter bruyamment de la carrière fulgurante de Preston, de sa promotion imminente à l'hôpital et de ses attentes salariales incroyablement élevées au moins une demi-douzaine de fois dans chaque conversation qu'elle avait. Mon jeune frère, Nathan, âgé de 23 ans, était actuellement dans sa dernière année épuisante à la Harvard Medical School. Il se classait dans les 5% meilleurs de sa classe avec une résidence très prestigieuse déjà définitivement assurée à Johns Hopkins. Nathan était l'enfant du milieu, docile, terrifié par le tempérament de mon père. Alors, il gardait simplement la tête baissée et faisait exactement ce qu'on lui disait. Et puis il y avait moi, l'anomalie, le bug dans la matrice parfaite des Bellamy. Le 12 mai 2022, en plein milieu de ma 3e année d'études de médecine, incroyablement stressante, j'ai fait l'impensable. J'ai tout abandonné. J'ai rangé mes lourds manuels de médecine, me suis officiellement retiré de tous mes cours et j'ai complètement abandonné le programme. Mes parents ne se sont jamais assis avec moi dans une pièce calme pour me demander pourquoi j'avais fait ce choix monumental.
Ils n'ont jamais pris la peine de savoir si je souffrais d'un épuisement intense, si j'étais profondément déprimé, ou si je trouvais simplement la réalité de la politique hospitalière complètement insatisfaisante et écrasante. Ils ont immédiatement sauté à la conclusion la plus facile et la plus égoïste. J'étais faible. J'étais paresseux. Et je ne pouvais tout simplement pas supporter la pression académique épuisante que mes brillants frères avaient conquise avec tant de facilité. Pendant 3 années incroyablement longues et douloureuses, je suis devenu le fantôme officiel à chaque rassemblement familial obligatoire. J'ai été forcé par la culpabilité d'assister à 14 dîners de famille distincts. Pendant cette période incroyablement sombre, et chacun de ces dîners suivait une routine cruelle et méticuleusement scénarisée, conçue pour briser mon esprit. Preston parlait sans fin de sa dernière chirurgie cérébrale complexe et réussie, absorbant les éloges comme une éponge. Nathan présentait sa nouvelle récompense académique, et puis inévitablement une tante, un oncle ou un ami de la famille curieux se tournait vers moi de l'autre côté de la table et me demandait ce que je faisais actuellement. Ma mère affichait toujours un sourire crispé, fortement étudié et embarrassé, agitait sa main baguée de diamants avec dédain dans les airs et disait « Julien est encore en train de trouver sa voie ». Elle s'assurait toujours de souligner les mots avec des guillemets aériens lourds et très visibles. C'était une masterclass en humiliation passive-agressive. Ils n'ont jamais pris la peine de me demander ce que je trouvais exactement dans l'obscurité de ma chambre. Ils supposaient juste que je dépérissais. Voici l'énorme réalité que ces brillants médecins ont complètement manqué. Je n'ai pas quitté la faculté de médecine parce que j'avais échoué à mes examens ou parce que je n'étais pas assez intelligent. Je suis parti parce que mon cerveau était câblé pour les systèmes. Et j'avais découvert un monde complètement différent. Un monde avec une échelle de richesse, d'innovation technologique et d'impact mondial qui faisait paraître leurs salaires médicaux traditionnels et leur politique hospitalière absolument minuscules. Pendant que mes camarades de classe épuisés détruisaient leur santé mentale et physique en mémorisant les 12 nerfs crâniens et en disséquant des cadavres humains, je passais 18 heures par jour à m'enseigner avec acharnement Solidity. Le langage de programmation très complexe utilisé pour le développement avancé de la blockchain. Pendant qu'ils étudiaient pour les examens du conseil médical USML, je disséquais des contrats intelligents très complexes, analysais des protocoles de finances décentralisés et étudiais des modèles de marché profonds. Le 3 juin 2022, exactement 3 semaines après avoir quitté mon université, j'ai pris un pari énorme qui a changé ma vie. L'ensemble du marché mondial des crypto-monnaies était en chute libre terrifiante. Les médias grand public criaient que les actifs numériques étaient complètement morts, une bulle qui éclatait et qui allait anéantir des millions. J'ai complètement ignoré le bruit chaotique. J'ai pris exactement 50 000 $, qui comprenait toutes mes économies de plusieurs années de stage d'été en génie logiciel, plus un petit mais significatif héritage qui m'a été laissé directement après les funérailles de ma grand-mère bien-aimée. Et j'ai acheté mon premier bloc de Bitcoin à un prix de 19 800 $. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai commencé à trader avec une discipline algorithmique froide et calculée. En décembre 2023, grâce à une analyse obsessionnelle du marché et à l'identification d'opportunités d'arbitrage, cet héritage initial de 50 000 $ s'était mathématiquement transformé en 8,3 millions de dollars. Au moment où mars 2025 est arrivé, mon portefeuille financier personnel, hautement diversifié, s'élevait à un montant stupéfiant de 42,5 millions de dollars. Mais je n'ai jamais murmuré un seul mot de cette immense richesse à ma famille. Je les ai laissés garder leur illusion désespérée de supériorité. Quand ils me regardaient, tout ce qu'ils voyaient était un type pathétique qui dormait jusqu'à 14 heures, portait des pantalons de survêtement gris délavés et gardait sa chambre fortement encombrée de tasses de café vides et de câbles de charge emmêlés. Ce qu'ils ont complètement manqué de voir, c'est que j'étais bien réveillé à 2 heures du matin, heure de l'Est, tradant agressivement lorsque le marché de Tokyo ouvrait. Ils n'ont pas vu que je m'étais associé à un brillant développeur anonyme nommé Marcus pour construire EgistChain, un protocole de sécurité décentralisé très avancé. Conçu pour protéger des transactions de finances décentralisées de plusieurs millions de dollars contre des cyberattaques sophistiquées. J'avais un centre de contrôle de mission high-tech complet installé dans ma chambre sombre, 3 moniteurs incurvés haute résolution, un ordinateur portable de traitement de premier ordre, et un immense tableau blanc entièrement recouvert de schémas complexes d'architecture de blockchain. Un après-midi terriblement pluvieux, j'ai clairement entendu mon père parler fort à ma mère à travers la fine cloison de notre maison. Il dort jusqu'à 14 heures, béatatrice, a-t-il ricané, sa voix dégoulinant de dégoût pur et sans mélange. Quel genre de vie pathétique et sans valeur est-ce là? Le garçon n'a absolument aucune ambition.
Il n'avait absolument aucune idée que je venais de passer 22 heures d'affilée à fixer ces écrans lumineux, concluant avec succès un accord complexe de licence de protocole privé qui m'a rapporté un bénéfice net de 380 000 $ en une seule journée de travail. Pour leurs esprits très instruits et étroits, ma chambre ressemblait à un monument à l'échec abject. Pour moi, c'était le lieu de naissance d'un empire technologique et financier. La seule personne de toute ma famille élargie qui me traitait comme un être humain plutôt que comme un projet décevant était mon oncle Roland. C'était le frère cadet de mon père, un médecin à la retraite de 52 ans qui avait sagement abandonné la routine toxique de l'hôpital pour profiter réellement de sa vie. L'oncle Roland était le seul à avoir jamais regardé au-delà de mes pantalons de survêtement et à m'avoir interrogé sur mon travail avec une curiosité sincère et sans prétention plutôt qu'avec une condescendance à peine voilée. Je lui racontais de petits morceaux de ce que je construisais, fintech, sécurité de la blockchain, infrastructure d'actifs numériques. Il ne comprenait pas entièrement le langage technique complexe, mais il hochait toujours lentement la tête, me tapotait fermement l'épaule et disait « On dirait que tu tiens quelque chose d'énorme, Julien. Ne laisse pas ton père t'écraser. Suis ton propre chemin. » Le matin frénétique du dîner d'anniversaire de mes parents, l'oncle Roland m'a envoyé un SMS rapide à 10h32. « Tu viens ce soir ?» a-t-il demandé. J'ai simplement répondu. Ils ont insisté. Il a immédiatement répondu « Reste fort, gamin. Tu t'en sors bien mieux qu'ils ne le pensent. » J'ai fixé ce message pendant très longtemps, serrant fermement mon téléphone. L'oncle Roland avait tout à fait raison, mais je n'avais absolument aucune idée que dans moins d'un mois, il serait la seule personne de toute la lignée Bellamy qui aurait encore le droit de me parler. Le compte à rebours avant l'explosion finale avait officiellement commencé, et ma mère était sur le point d'allumer la mèche. 2 semaines incroyablement longues avant le dîner d'anniversaire fatidique, ma mère a fait quelque chose de très inhabituel, quelque chose qui a immédiatement déclenché des signaux d'alarme dans ma tête. Elle a en fait appelé mon numéro de téléphone personnel au lieu d'envoyer ses habituels SMS froids et autoritaires. Quand j'ai répondu, sa voix était chaude, légère et presque écœurante de douceur. « Julien, mon chéri », a-t-elle roucoulé à travers le haut-parleur. C'est notre 35e anniversaire de mariage qui approche et nous organisons un très beau dîner de famille intime pour 18 de nos plus proches. Ton père et moi adorerions que tu sois là. C'est incroyablement important pour lui d'avoir toute la famille réunie. J'aurais dû m'en douter instantanément. Je savais exactement comment ma mère fonctionnait. Chaque fois que Béatatrice Bellamy utilisait ce ton sucré spécifique, cela signifiait toujours qu'elle avait besoin d'un public massif pour assister à un tout nouveau triomphe familial. Plus important encore, elle avait besoin de moi là pour servir de parfait contraste misérable au succès éclatant de mon frère aîné. Elle avait besoin de l'arrière-plan sombre pour faire briller encore plus son enfant prodige. « Je serai là, maman », ai-je dit doucement, en gardant ma voix totalement dénuée d'émotion. « Merveilleux », a-t-elle claqué, sa voix revenant instantanément à son efficacité aiguë, professionnelle et dictatoriale. Le masque est tombé à la seconde où elle a obtenu ce qu'elle voulait. 19 heures précises le 15 mars. Ne sois pas en retard, Julien. Nous n'avons pas besoin que tu retardes les traiteurs. Elle a raccroché avant même que je puisse dire au revoir. Quand je suis arrivé à l'immense maison de ville de plusieurs millions de dollars de mes parents dans l'Upper East Side à exactement 19 heures précises, toute la propriété brillait d'une coûteuse lumière de bougies ambiantes. Des camionnettes de traiteurs haut de gamme étaient garées illégalement le long de la rue, déchargeant activement des plateaux en argent de nourriture. J'ai monté les marches en marbre et j'ai sonné. Ma mère a ouvert la lourde porte, vêtue d'une superbe robe de créateur qui coûtait facilement plus que le fonds d'études universitaires d'une famille américaine standard. De lourds diamants sans défaut brillaient à sa gorge et à ses poignets. Elle a planté 2 bises aériennes incroyablement froides et très étudiées sur mes joues, en s'assurant que son maquillage ne touche pas ma peau. « Oh, Julien, tu as réussi à sortir de la maison. Entre, entre », a-t-elle murmuré avant de poser immédiatement une main ferme sur mon dos et de me guider au-delà de la grande salle à manger principale. Je me suis arrêté une seconde et j'ai jeté un coup d'œil au plan de table formel en calligraphie posé sur la table d'entrée en marbre. La table 1, l'immense et grande table en acajou située en plein centre de la pièce, était explicitement réservée à l'élite familiale. Mes parents, Preston, Nathan, nos 2 couples de grands-parents riches, 3 tantes et 2 oncles puissants. La table 2 était une petite table pliante, exiguë et complètement séparée, installée à 5 mètres de là, poussée au fond du coin sombre de la pièce près des portes de la cuisine. J'ai lu les cartons nominatifs qui y étaient placés.
Ils appartenaient à 4 de mes cousins beaucoup plus jeunes, âgés de 10 à 16 ans, une tante au hasard chargée de les superviser, et moi. J'étais un homme de 26 ans. J'étais un multimillionnaire qui avait bâti une entreprise technologique de pointe, très complexe, entièrement à partir de rien, et ma propre mère me plaçait délibérément à la table des enfants. C'est beaucoup plus confortable pour toi ici, mon cher, a chuchoté ma mère avec un sourire aigu et terrifiant de fausseté avant de pivoter sur ses talons coûteux et de s'éloigner pour saluer un oncle riche. La traduction était douloureusement évidente pour quiconque avait un cerveau. Nous ne voulons pas que ton manque embarrassant de carrière médicale prestigieuse ruine notre image devant les vrais adultes. Tais-toi et reste en dehors des photos. Je me suis approché et me suis assis sur une chaise exiguë et inconfortable, juste entre un cousin de 10 ans qui a immédiatement commencé à donner des coups de pied agressifs dans le pied de la table et un enfant de 8 ans qui a réussi à renverser du jus de raisin violet foncé directement sur la manche de ma chemise dans les 5 minutes suivant son installation. Le cousin de 12 ans assis en face de moi a plissé les yeux, m'a regardé de haut en bas et a demandé à voix haute, « Pourquoi tu es assis avec nous? Tu n'es pas super vieux ?» J'ai gardé mon visage complètement neutre, j'ai essuyé le jus de ma manche avec une serviette, j'ai souri doucement à l'enfant et j'ai dit, « Ouais, mon pote. Je suis super vieux. » J'ai fait un vœu silencieux et indestructible à moi-même à ce moment précis. C'est la toute dernière fois que ces gens me traiteront de cette façon. Au fur et à mesure que le dîner avançait, un repas somptueux et ridiculement cher de 4 plats, préparé par une entreprise privée qui facturait la somme exorbitante de $8 500 pour la soirée, la distance émotionnelle entre les deux tables ressemblait à un océan immense et infranchissable. À exactement 19h38, mon père s'est levé au bout de la table. Il a pris une fourchette en argent et l'a tapé sèchement contre son verre à vin en cristal pour commander l'attention absolue de la salle. Les rires bruyants et le bavardage chaotique se sont instantanément tus, laissant place à un silence de mort. Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît, a annoncé mon père, la poitrine bombée, sa voix résonnant avec une fierté immense et écrasante. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement 35 belles années de mariage avec mon incroyable épouse, Béatatrice. Il a fait une pause pour permettre une salve d'applaudissements polis et riches. Mais nous célébrons également une nouvelle monumentale et révolutionnaire pour l'héritage de la famille Bellamy. Mon estomac s'est immédiatement noué. Je savais exactement ce qui allait arriver. Comme beaucoup d'entre vous le savent, mon brillant fils, Preston, a accompli un travail absolument extraordinaire et salvateur dans le domaine de la neurochirurgie, a poursuivi mon père. Preston a souri depuis son siège, l'air parfaitement modeste et entièrement étudié. Cette semaine, Preston a officiellement reçu une invitation pour être le conférencier principal au Congrès international des chirurgiens neurologiques à Vienne en septembre prochain. À seulement 32 ans, il sera le plus jeune conférencier principal de toute l'histoire de l'organisation, qui a 50 ans. La salle a littéralement éclaté en halètements bruyants et en applaudissements tonitruants. Quelqu'un à la table en a même crié « Bravo !» Incroyable. Mon père rayonnait d'une fierté terrifiante. Preston s'est levé avec aisance, ajustant sa veste de costume coûteuse et sur mesure, et s'est penché pour serrer mon père dans ses bras, puis ma mère, ressemblant exactement à un héros conquérant revenant de la guerre. Les applaudissements nourris ont duré exactement 23 secondes. J'ai compté chacune d'entre elles. Quand le bruit s'est finalement estompé et que tout le monde a repris sa place, le piège s'est refermé. Mon père a tourné son corps, ses yeux se fixant directement sur moi, à travers l'écart de 5 mètres entre nos tables. Un sourire cruel, hautement calculé et prédateur s'est lentement étendu sur son visage. Julian, a appelé mon père, sa voix empreinte d'une politesse mielleuse et armée qui portait facilement à travers toute la pièce. Fils, nous partageons tous nos accomplissements familiaux ce soir. Nous célébrons le succès. Et toi? As-tu accompli quoi que ce soit qui vaille la peine d'être partagé avec la famille récemment? Ou est-ce que tu te reposes toujours à la maison? 18 paires d'yeux se sont instantanément tournés pour me fixer directement. Le silence qui a suivi était épais, lourd et complètement étouffant. J'ai eu l'impression que ça durait 4 heures, pas 4 secondes. Le cousin de 16 ans assis à côté de moi a physiquement éloigné sa chaise de moi, comme si mon prétendu échec était une maladie aéroportée très contagieuse. Je pouvais voir Preston me regarder depuis la table 1, son visage affichant ce sourire familier, arrogant et profondément exaspérant. Ma gorge était complètement sèche. J'ai agrippé le tissu de mon pantalon sous la table. J'aurais pu rester silencieux. J'aurais pu facilement ravaler ma fierté,
jouer le rôle pathétique qu'il m'avait assigné et dire « Rien à signaler, papa ». Au lieu de cela, j'ai regardé mon père droit dans les yeux, j'ai gardé ma voix parfaitement, glacialement calme, et j'ai livré une infime fraction de la vérité. Je travaille à plein temps dans la fintech, papa, ai-je dit. 9 mots simples. Fintech, a répété mon père, ses sourcils épais se levant vers sa racine des cheveux dans un amusement moqueur. Tu veux dire ces bêtises de crypto-monnaie? Cet argent de jeu factice sur Internet? Je construis spécifiquement des protocoles de sécurité de blockchain décentralisés, ai-je répondu fermement, sans rompre le contact visuel. Mon père a laissé échapper un rire sec et dédaigneux et a regardé autour de la table, invitant activement le reste de la famille à se joindre à sa blague cruelle. Blockchain? Laisse-moi rire, Julian. Ce n'est pas une vraie profession. C'est juste du jeu glorifié pour des milléniaux paresseux et privilégiés qui ne veulent pas faire une dure journée de travail. 3 de mes oncles ont immédiatement gloussé en accord, hochant la tête. Ma grand-mère a détourné le regard, son visage se tordant d'embarras par procuration. Seul l'oncle Roland est resté complètement silencieux, la mâchoire si serrée que je pensais que ses dents pourraient se briser, lançant des regards noirs à mon père, mais même lui n'a pas pris la parole. Corrige-moi si je me trompe, a poursuivi mon père, sa voix devenant plus forte, gagnant en élan agressif alors qu'il se levait complètement, son visage commençant à rougir d'un rouge profond et dangereux. Mais la finance décentralisée n'est-elle pas juste une énorme arnaque illégale? Un système de Ponzi? C'est une infrastructure financière mondiale hautement sécurisée et légitime, ai-je dit doucement, refusant de le laisser me voir transpirer. C'est une blague complète, a rugi mon père, claquant soudainement son lourd poing à plat sur la table en acajou massif. L'argenterie coûteuse a violemment sauté et un verre de vin a failli se renverser. Laisse-moi être tout à fait clair avec toi, Julian. Tu as gâché une énorme formation médicale de 400 000 $ dans une université de l'Ivy League. De l'argent qui provenait directement de ton fonds d'études, que nous avons payé avec notre dur labeur, et tu as tout jeté pour t'asseoir dans ta chambre sombre et sale, en pantalon de survêtement, à jouer avec des pièces numériques imaginaires sur un écran d'ordinateur. Sa voix montait à chaque mot jusqu'à ce qu'il me crie pratiquement dessus à travers la salle à manger de qualité restaurant. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à l'héritage immaculé de cette famille? Tu étais censé être chirurgien. Tu étais censé sauver des vies humaines. Au lieu de cela, tu es un parasite total qui gâche sa vie pathétique sur des bêtises numériques. Ma mère s'est rapidement penchée en avant, sa voix beaucoup plus basse que celle de mon père, mais chargée d'un venin glacial terrifiant qui transperçait jusqu'à l'os. Nous ne pouvons même pas dire à nos amis ce que tu fais, Julian, a-t-elle chuchoté sèchement, s'assurant que chaque personne dans la pièce l'entende. As-tu la moindre idée à quel point c'est profondément humiliant pour nous quand nos pères nous posent des questions sur notre plus jeune fils? Ton père travaille avec les esprits médicaux les plus respectés de ce pays. Et quand il demande, il doit admettre que sa propre chair et son propre sang ont abandonné leurs études de médecine pour jouer en ligne comme un enfant sans éducation. Cela nous fait passer pour des ratés. Mon père a pointé un doigt tremblant et furieux directement sur mon visage. Tu es une honte absolue pour le nom Bellamy, a-t-il beuglé, sa voix résonnant sur les murs. 3 générations de brillants médecins et tu gâches ta vie sur un ordinateur. Sors de ma maison. Dehors et ne reviens pas. Je n'aurai pas un échec pathétique vivant dans l'ombre de mon nom une seconde de plus. Pendant 11 secondes angoissantes, personne n'a bougé. 18 parents sont restés figés sur leur chaise coûteuse, regardant un père renier complètement son fils à cause de son propre ego démesuré. Et pas une seule âme ne s'est levée pour me défendre. Ni ma mère, ni Nathan, ni même l'oncle Roland. Je me suis lentement levé de la table des enfants, j'ai attrapé mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Alors que ma main touchait la poignée de porte en laiton, j'ai entendu ma mère murmurer à ma tante Clara, « Laisse-le partir. Il reviendra nous supplier à genoux, mendiant une aumône d'ici une semaine. » Il le fait toujours. Je suis sorti dans la nuit et j'ai fermé la porte derrière moi. Je ne le réalisais pas à l'époque, mais il venait de me donner l'arme ultime pour détruire à jamais leur réputation parfaite. Les premiers jours qui ont suivi mon expulsion publique brutale de la famille Bellamy ont été caractérisés par un silence assourdissant. C'était le genre de silence lourd qui précède généralement un ouragan massif et catastrophique. J'ai passé mes journées à l'intérieur de mon vaste penthouse de Manhattan, refusant de contacter qui que ce soit de ma lignée. Aucun SMS n'est arrivé de mon père. Aucun appel téléphonique n'est venu de ma mère.
Il jouait un jeu de la poule mouillée obstinée et toxique, complètement convaincu que la dure réalité d'être coupé de leur vaste richesse briserait rapidement mon esprit et me forcerait à revenir en rampant à leur porte, à genoux, implorant leur pardon et leur soutien financier. Ils avaient profondément, hilaramment tort. Le deuxième jour de l'impasse, mon jeune frère Nathan a finalement rompu le silence. Il m'a envoyé un seul SMS, pathétique et sans caractère, qui résumait parfaitement toute sa personnalité. Il disait, « Julien, je suis vraiment désolé pour ce que papa a fait au dîner. C'était complètement déplacé et inacceptable, mais je ne peux tout simplement pas m'impliquer dans ce gâchis. J'ai mes candidatures de résidence à préparer, et je ne peux pas me permettre que papa se retourne aussi contre moi. » J'ai fixé la bulle de texte lumineuse sur l'écran de mon téléphone pendant quelques secondes, sentant une vague de pitié intense m'envahir. Nathan était incroyablement intelligent sur le plan scolaire, mais c'était un lâche complet, totalement paralysé par la peur de perdre son héritage et l'approbation conditionnelle de notre père. Je n'ai même pas pris la peine de taper une réponse. J'ai simplement glissé vers la gauche et supprimé entièrement la conversation. Il avait choisi son camp pour protéger son futur salaire, et son camp n'était pas le mien. Le troisième jour, Preston a décidé qu'il était temps de remuer activement le couteau dans la plaie et d'affirmer sa domination en tant que roi incontesté de la famille. Il a publié une immense galerie de photos très soignées du dîner d'anniversaire sur son compte Instagram public. Il y avait 23 photos impeccables et fortement retouchées montrant une belle famille souriante et très réussie célébrant 35 ans d'amour durable. J'étais complètement et intentionnellement absent de chaque photo posée. En réalité, j'étais en arrière-plan d'une des photos prises sur le vif avant que le dîner ne tourne au vinaigre. Mais Preston avait soigneusement et malicieusement recadré l'image de sorte que seul le bord de l'épaule de ma veste de costume sombre était visible sur le cadre tout à gauche. Sa légende disait « Célébration de 35 ans d'amour pur, de dévouement et d'excellence avec notre belle famille ». Tellement incroyablement reconnaissant du soutien de mes parents alors que je me prépare pour ma conférence à Vienne. En quelques minutes, la publication a accumulé des centaines de j'aime et de commentaires flatteurs de leurs cercles médicaux de la haute société, louant Preston d'être un fils si incroyable. J'ai regardé tout le simulacre se dérouler sur mon écran, complètement imperturbable. Laissez-les avoir leur petite victoire sur les réseaux sociaux. Ils jouaient avec des jouets en plastique pendant que j'étais occupé à déplacer des montagnes massives dans le monde réel. Pendant qu'ils étaient obsédés par les filtres Instagram et les potins de l'hôpital, ma vraie vie, ma vraie entreprise, se développait à une vitesse terrifiante et imparable. Le 8e jour du silence, EgyptChain a officiellement dépassé les 3,3 millions d'utilisateurs actifs vérifiés dans le monde, un pic massif par rapport aux métriques de la semaine précédente. Le 9e jour, je suis entré dans une salle de conférence ultramoderne aux parois de verre dans le quartier financier et j'ai officiellement conclu un énorme accord de financement de série A avec l'une des sociétés de capital risque les plus agressives de la ville. L'accord a injecté 6 millions de dollars de capital pur directement dans les comptes de mon entreprise. L'associé principal qui a mené les négociations complexes, une femme brillante et impitoyable nommée Sylvia, était assise en face de moi à l'immense table en chêne. Elle avait passé les 2 dernières semaines à examiner intensément mon code, mon modèle commercial et ma stratégie d'acquisition d'utilisateurs aux côtés d'une équipe d'avocats d'entreprise très bien payée. Après la signature des contrats finaux et le virement sécurisé des fonds, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil en cuir coûteux, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Julien, tu as construit un monstre technologique absolu ici. L'architecture est impeccable. Tu réalises que tu vas complètement dominer et monopoliser tout ce secteur de la sécurité en un an, n'est-ce pas ?» J'ai juste esquissé un sourire calme et confiant, j'ai ajusté mon blazer sur mesure et j'ai répondu « Sylvia, nous ne faisons que commencer. Attends de voir les chiffres de la série B. » Je suis sorti de cet immeuble de grande hauteur en me sentant comme une personne complètement différente. Je n'avais pas besoin d'un diplôme de médecine pour commander le respect. J'avais construit quelque chose de bien plus puissant. Chaque soir, en rentrant à mon Pentouse avant d'aller dormir, je me connectais au système Bacan sécurisé de Forbes pour vérifier le calendrier de publication. Je comptais les heures comme un tireur d'élite, attendant le tir parfait. 11 jours sont devenus 10, puis 9, puis 8. La tension montait magnifiquement. Le 16e jour, la toute première fissure massive dans le mur d'ignorance absolue de ma famille est finalement apparue. Un blogueur tech très influent sur Twitter, connu pour divulguer des nouvelles importantes de la Silicon Valley, a réussi à mettre la main sur une liste de textes partiels de la prochaine catégorie financière du Forbes 30 Under 30. Il n'a pas divulgué les profils complets,
Les métriques financières ou les photos professionnelles, juste une liste brute de noms non formatés. Et mon nom, Julian Bellamy, était assis tout en haut de la liste. La réaction a été instantanée. Moins d'une heure après la mise en ligne du tweet, ma boîte de réception professionnelle LinkedIn a littéralement explosé avec plus de 40 messages de félicitations urgents de la part de dirigeants technologiques de premier plan, de capital risqueurs et de gestionnaires de fonds spéculatifs de l'industrie mondiale de la blockchain. Incroyable travail sur la nomination Forbes, Julian, disait un message d'un PDG d'un grand échange. Nous n'avions absolument aucune idée que vous étiez le seul cerveau derrière EgisTchain. Organisons une réunion la semaine prochaine pour discuter d'un partenariat. Le lendemain matin, TechCrunch a publié un article massif et très détaillé analysant les métriques explosives d'acquisition d'utilisateurs de notre plateforme et annonçant nos projets à venir pour une levée de fonds de série B incroyablement agressive. Mon nom a été mentionné en évidence tout au long de l'article, cimentant mon statut de titan montant dans le monde de la finance décentralisée. Mais voici la meilleure partie de toute la situation. Parce que mes parents et Preston étaient des snobs impénitents qui ne lisaient que des revues médicales d'élite, des journaux traditionnels et les sections d'art de luxe du Times, ils sont restés totalement ignorants du raz-de-marée financier massif qui se formait juste derrière eux. Wall Street savait exactement qui j'étais. La Silicon Valley savait exactement qui j'étais. Mais la brillante dynastie Bellamy, très instruite, était encore entièrement dans le noir, entièrement convaincue que j'étais assis dans un sous-sol à pleurer leur rejet. Le 19e jour, le lourd silence de ma famille a finalement été rompu. Mon téléphone a vibré sur l'îlot de cuisine en marbre. C'était ma mère. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de finalement répondre, en appuyant sur le bouton du haut-parleur. « Julian » a-t-elle dit. Sa voix manquait complètement de son autorité glaciale et dictatoriale habituelle. Au lieu de cela, elle semblait profondément troublée, très hésitante et intensément anxieuse. Elle était totalement déséquilibrée. « Je suis là » ai-je répondu, ma voix complètement plate et dénuée de toute chaleur. « Chérie, est-ce que tu vas bien » a-t-elle balbutié maladroitement, essayant de ressembler à une mère attentionnée et inquiète. C'était une performance terrible. « Je vais parfaitement bien, maman. »« Pourquoi appelles-tu » Écoute, a-t-elle dit, s'éclaircissant nerveusement la gorge. Quelques-uns des collègues de haut rang de ton père à l'hôpital. Eh bien, ils ont posé des questions très étranges sur toi aujourd'hui. Ils ont même mentionné ton nom lors d'une réunion de direction. J'ai senti mon pouce accélérer légèrement avec une profonde satisfaction, mais j'ai gardé mon sang-froid absolument solide. Les rumeurs avaient officiellement atteint les couloirs de l'hôpital. Les médecins lisaient les nouvelles technologiques. Quel collègue, maman, et que demandait-il exactement? Ils n'ont pas précisé les détails, a-t-elle admis, sa voix dégoulinant de désespoir alors qu'elle essayait de manière flagrante de pêcher des informations sans admettre qu'elle était hors du coup. Ils ont juste mentionné avoir vu ton nom associé à une nouvelle financière majeure en ligne. Ton père était très confus et assez embarrassé. Julian, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que tout va bien pour toi? Es-tu mêlé à une sorte d'horrible problème juridique avec ton travail sur ordinateur? Fais-tu face à un procès? Elle ne pouvait littéralement pas imaginer une réalité où mon nom était dans les nouvelles pour quelque chose de positif. Dans son esprit, la seule raison pour laquelle les gens parleraient de moi était si j'avais commis un crime majeur. Tout est absolument parfait, maman, ai-je dit, un sourire froid et acéré se dessinant sur mon visage alors que je regardais la ligne d'horizon de Manhattan. Jamais été mieux. Eh bien, a-t-elle dit, semblant complètement peu convaincue et très méfiante. Quoi qu'il en soit, Pâques approche le mois prochain et nous prévoyons le rassemblement familial traditionnel. Nous nous attendons à ce que tu... Non. Je l'ai coupé instantanément, ma voix tranchant sa phrase comme une lame. Un silence lourd et incroyablement choqué a plané sur la ligne. Que veux-tu dire par non, a-t-elle chuchoté, véritablement stupéfaite que j'ose refuser un ordre direct. Je veux dire que je ne serai pas présent, maman. Cette conversation est terminée. Je dois y aller. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse prononcer une seule syllabe de plus. Elle a essayé de rappeler mon numéro immédiatement, 3 fois de suite, désespérée de reprendre le contrôle du récit. Mais j'ai simplement retourné mon téléphone face contre la table en marbre frais et je l'ai ignoré. Elle pouvait clairement sentir que le sol se dérobait violemment sous ses pieds. Mais elle n'avait absolument aucune idée de l'ampleur du tremblement de terre imminent. Dans exactement 48 heures,
l'horloge sonnerait 6 heures du matin le 26 mars. L'article de Forbes allait frapper Internet et le monde entier, y compris mon père arrogant, ma mère manipulatrice et mon frère incroyablement jaloux, allaient découvrir exactement qui était Julian Bellamy. La tempête n'approchait plus. Elle était déjà là. Le matin du 26 mars est arrivé avec cette clarté vive et glaciale qui donne à New York l'impression d'être le centre de l'univers froid absolu. J'étais bien réveillé bien avant que le soleil n'envisage même de se lever sur la ligne d'horizon. À exactement 4 heures du matin, je suis entré dans la cuisine ouverte massive de mon Penthouse, je me suis versé une seule tasse de café noir et j'ai marché lentement vers les baies vitrées. La ville dormait encore, complètement inconsciente de l'onde de choc absolu qui allait frapper les secteurs de la finance et de la technologie. Plus important encore, ma famille arrogante et obsédée par l'image dormait à poing fermé dans leur lit de l'Upper East Side, complètement inconsciente du fait que leur matrice de mensonges soigneusement construite était sur le point d'être détruite de façon permanente. J'ai pris mon café dans mon bureau privé et je me suis assis à mon bureau. Mon rythme cardiaque était stable, mais il y avait un bourdonnement électrique distinct qui parcourait mes veines. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de justification absolue et indéniable. Il s'agissait de prendre chaque mot cruel qu'il m'avait jamais jeté. Chaque ricanement, chaque regard jugeur, chaque commentaire méprisant sur ma vie paresseuse et de les forcer à l'avaler tout entier devant le monde entier. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché la page d'accueil de Forbes. Le compte à rebours en haut de l'écran s'écoulait sans pitié. 5 minutes, 4 minutes, 3. À exactement 6 heures, heure de l'Est, la page s'est automatiquement rafraîchie. La bannière graphique de la catégorie financière annuelle Forbes 31h30 dominait tout l'écran. Et juste là, au premier plan, se trouvait un portrait haute résolution, pris par un professionnel, de moi. Je portais un costume bleu marine élégant et sur mesure, regardant directement l'appareil photo avec une intensité calme et imperturbable. Le titre massif en gras sous ma photographie disait « D'abandon des études de médecine à titan de la blockchain à 42,5 millions de dollars. Rencontrer Julian Bellamy, l'architecte derrière EgysChain. » J'ai cliqué sur l'article complet et mes yeux ont parcouru le texte. Le journaliste avait fait un travail absolument spectaculaire. Il détaillait tout mon parcours, mentionnant explicitement comment j'avais quitté une dynastie médicale prestigieuse et multigénérationnelle pour me lancer dans la finance décentralisée. L'article décomposait mon investissement initial de 50 000 $, la combinaison de mes économies et du petit héritage de ma grand-mère, et expliquait exactement comment je l'avais transformé en un empire personnel de 42,5 millions de dollars. Il mettait en lumière la création d'EgysChain, notre croissance explosive d'utilisateurs et nos protocoles de sécurité révolutionnaires. C'était un témoignage impeccable et indéniable de mon succès. C'était la preuve irréfutable que je n'étais pas un parasite. J'étais un pionnier. Dans les 12 minutes exactes suivant la publication, mon téléphone a commencé à vibrer violemment sur le bureau. Il n'a pas cessé. Les notifications ont inondé mon écran de verrouillage comme une cascade. Des emails de grandes sociétés de capital risque, des messages directs sur LinkedIn d'ingénieurs logiciels de premier plan voulant changer de bord et travailler pour moi. Et des SMS d'anciennes connaissances de l'université qui voulaient soudainement prétendre que nous avions toujours été les meilleurs amis du monde. Je les ai tous complètement ignorés. J'attendais une réaction spécifique. J'attendais que la discussion de groupe de la famille Bellamy explose. J'ai appris plus tard exactement comment la nouvelle a frappé mon père, et l'histoire est si incroyablement satisfaisante qu'elle devrait être dans un musée. Le docteur Harrison Bellamy, le terrifiant directeur de la chirurgie cardiovasculaire, l'homme qui m'avait publiquement banni de sa vue, était assis dans le salon des médecins de son hôpital d'élite à 7h30 du matin. Il buvait nonchalamment son thé du matin et se vantait auprès d'un groupe de jeunes chirurgiens du prochain discours d'ouverture de Preston à Vienne. Il était complètement dans son élément, agissant comme le roi incontesté de la hiérarchie hospitalière. Soudain, le chef de la chirurgie, un homme qui surpassait en fait mon père et commandait un immense respect, est entré dans le salon en tenant un iPad. Il a regardé directement mon père avec un large sourire impressionné. Harrison, vieux renard rusé, a tonné le chef à travers la pièce. Pourquoi diable as-tu gardé ça secret? C'est une nouvelle absolument incroyable. Mon père avait l'air profondément confus. De quoi parles-tu, Richard? La promotion de Preston. Je pensais que tout le monde était au courant pour la conférence de Vienne. Non, pas Preston, Harry le chef, tendant l'iPad directement à mon père.
Julian, ton plus jeune fils. Il est en première page de Forbes ce matin. Le gamin est littéralement un multimillionnaire, un fondateur de tech. Tu dois être incroyablement fier. Nous n'avions aucune idée qu'il construisait un immense empire financier. Mon père a baissé les yeux sur l'écran lumineux. Il a vu mon visage. Il a vu le titre. Il a vu le chiffre, 42,5 millions de dollars. Selon une infirmière très fiable qui a été témoin de toute l'interaction et l'a raconté plus tard à mon oncle Roland, toute couleur a instantanément quitté le visage de mon père. Il avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Ses mains ont commencé à trembler si violemment qu'il a failli laisser tomber la tablette coûteuse sur le sol. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas former une seule phrase cohérente. Il a juste fixé l'écran. Toute sa vision du monde s'effondrant complètement en temps réel devant ses estimés collègues. Il avait passé 3 ans à dire à ces gens que j'étais un raté paresseux et au chômage qui jouait aux jeux vidéo toute la journée. Maintenant, son patron le félicitait pour mon triomphe massif et indéniable. Pendant ce temps, mon frère Preston était en pleine dépression psychologique dans son propre appartement de luxe. Preston s'est réveillé à 8 heures du matin et a machinalement consulté son téléphone, s'attendant à voir plus de j'aime et de commentaires flatteurs sur ses publications Instagram très soignées. Au lieu de cela, ses messages directs étaient complètement inondés de liens vers l'article de Forbes. Ses propres amis de la faculté de médecine lui envoyaient des messages, ignorant complètement ses réalisations en neurochirurgie et lui demandant s'il pouvait les présenter à son frère milliardaire. La blessure narcissique que Preston a subie à ce moment-là a dû être absolument aveuglante. Toute sa vie, il avait été le seul soleil du système solaire Bellamy. J'étais censé être l'espace sombre et vide en arrière-plan. En une seule matinée, je l'avais complètement éclipsé. J'avais atteint un niveau de reconnaissance publique et de pouvoir financier brut que son salaire hospitalier traditionnel ne pourrait jamais égaler. À 10h15, mon téléphone a sonné. C'était Sylvia, l'associée principale de la société de capital risque qui venait de financer notre série A. J'ai décroché à la première sonnerie. Julian, a dit Sylvia, sa voix vibrant pratiquement d'excitation brute. Dis-moi que tu regardes Internet en ce moment. J'ai vu l'article, Sylvia, ai-je dit calmement. C'est un article solide. Solide, Julian? C'est une bombe nucléaire complète, a-t-elle ri. Nos téléphones n'arrêtent pas de sonner depuis 6 heures du matin. Nous avons 3 énormes investisseurs institutionnels qui veulent accélérer votre levée de fonds de série B. Sur la base des métriques d'acquisition d'utilisateurs de la nuit et de l'incroyable traction médiatique que vous obtenez aujourd'hui, mes analystes sont en train de recalculer complètement la valorisation de votre entreprise. Nous envisageons une valorisation ferme de 180 millions de dollars. Julian, tu es officiellement intouchable. 180 millions de dollars. J'ai laissé ce chiffre massif m'envahir. C'était une somme d'argent si importante qu'elle rendait la richesse générationnelle de mes parents complètement insignifiante. C'était la liberté pure et sans phare. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous avez été avec moi jusqu'à ce point. Non seulement cela aide plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me fait aussi savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. À midi, le lourd silence de ma famille était officiellement rompu. Le retour en arrière frénétique et désespéré a commencé. Mon père a essayé de m'appeler 4 fois en l'espace de 20 minutes. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran, le laissant sonner dans le luxe silencieux de mon Penthouse. Je ne lui devais pas ma voix. Je ne lui devais pas mon temps. Il avait exigé à grands cris que je sorte de sa vie, et j'allais honorer cette demande avec une précision absolument impitoyable. Le point culminant de mon succès n'était pas seulement l'argent en banque. C'était la destruction totale de leurs hypothèses arrogantes. Ils avaient essayé de m'enterrer vivant sous leur diplôme de médecine et leurs attentes toxiques, mais ils n'avaient absolument aucune idée que j'étais une graine. Et maintenant, j'étais devenu un chêne massif, brisant complètement les fondations en béton de leur précieux héritage. Mais la véritable humiliation publique pour les parents Bellamy n'avait même pas encore commencé. Ils étaient sur le point de faire un geste désespéré sur les réseaux sociaux qui se retournerait contre eux de la manière la plus spectaculaire imaginable. S'il y a une chose que vous devez comprendre à propos d'un narcissique typique,
c'est qu'ils ne supportent absolument pas d'être du mauvais côté de l'opinion publique. Lorsque la réalité contredit directement leur récit fortement fabriqué, ils essaieront agressivement de réécrire l'histoire. Ma mère, la docteure Béatrice Bellamy, était une grande maîtresse de ce jeu psychologique exact. Alors que l'article de Forbes continuait de se propager comme une traînée de poudre sur Internet, accumulant des millions de vues et des milliers de partages, elle a réalisé qu'elle perdait rapidement le contrôle de l'image de la famille. Elle savait que ses amis de la haute société lisaient des articles sur mon succès, et elle a paniqué. À exactement 14 heures, ma mère a décidé de lancer une campagne de contrôle des dégâts massifs et très calculée sur sa page Facebook publique. Elle a écrit un long essai, écœurant de douceur et entièrement fabriqué, conçu pour se présenter comme la mère solidaire et progressiste d'un génie de la technologie. Son message se lisait exactement comme suit: les mots ne peuvent exprimer à quel point Harrison et moi sommes incroyablement fiers de notre plus jeune fils, Julian, aujourd'hui. Lorsque Julian a pris la décision incroyablement difficile de quitter la faculté de médecine, beaucoup de gens n'ont tout simplement pas compris sa vision unique. Mais en tant que parents, nous avons toujours su qu'il était destiné à une grandeur absolue dans le monde de la technologie. Nous l'avons toujours encouragé à suivre sa véritable passion, même lorsque cela signifiait s'éloigner de la voie médicale traditionnelle des Bellamy. Nous l'avons fièrement soutenu pendant ces longues et difficiles nuits de codage dans sa chambre. Le voir reconnu par Forbes aujourd'hui comme un leader de la technologie blockchain est la validation ultime de notre croyance inébranlable en lui. Nous t'aimons tellement, Julian. Elle a joint le lien vers l'article de Forbes et a identifié mon profil personnel. En quelques minutes, la publication a commencé à recueillir des j'aime et des commentaires de ses amis riches, de politiciens et d'administrateurs d'hôpitaux. Quelle mère incroyable tu es, Béatrice, lisait-on dans un commentaire. Tu as toujours cru en lui, lisait-on dans un autre. C'était une masterclass en manipulation psychologique. Elle essayait activement de s'attribuer le mérite du succès même qu'elle avait vicieusement moqué quelques semaines auparavant. Mais ma mère a fait une erreur de calcul absolument fatale. Elle a oublié les preuves numériques. Entrée ma tante Clara. Clara était la sœur cadette de ma mère, une agente immobilière à l'esprit vif qui avait toujours nourri un ressentiment profond et silencieux envers l'arrogance écrasante de ma mère. Clara était assise tranquillement à ce dîner d'anniversaire désastreux. Elle avait vu mes parents m'humilier publiquement et me jeter à la rue. Et contrairement à mon frère sans caractère, Nathan, tante Clara possédait en fait une très forte boussole morale et un profond dégoût pour l'hypocrisie publique. 45 minutes après que ma mère ait publié son faux hommage élogieux, tante Clara l'a complètement détruite dans la section des commentaires. Clara n'a pas écrit un long argument. Elle a simplement téléchargé 5 captures d'écran distinctes. Ces captures d'écran provenaient d'une discussion de groupe familial privé qui avait eu lieu seulement 2 semaines avant la parution de l'article de Forbes. Les captures d'écran montraient clairement les mots exacts et non filtrés de ma mère. La première capture d'écran montrait ma mère écrivant « Julian est un parasite absolu. Il se morfond dans sa chambre à jouer avec de l'argent factice sur Internet. C'est une honte totale pour cette famille. » La deuxième capture d'écran la montrait se plaignant « J'aurais aimé qu'il n'ait jamais reçu ce petit héritage des funérailles de sa grand-mère. Cela n'a fait qu'encourager ses fantasmes technologiques paresseux et délirants. Nous aurions dû forcer l'avocat à le mettre dans un trust. » La troisième capture d'écran était la pire de toutes. Elle montrait ma mère disant « Harrison l'a enfin mis à la porte au dîner. Dieu merci. Que le gamin ingrat voit ce qu'est le monde réel sans notre fonds d'études et notre argent. Il nous suppliera pour une aumône d'ici lundi. » Tante Clara a ajouté une seule légende acérée comme un rasoir au-dessus des captures d'écran, « Solidaire, Béatrice. Tu l'as littéralement mis à la porte d'un restaurant il y a 2 semaines parce que tu détestais son travail. Arrête de mentir à Internet pour des points sociaux. » Les retombées ont été instantanées, massives et absolument brutales. Internet est complètement invaincu lorsqu'il s'agit d'exposer les hypocrites. Le commentaire de Clara a rapidement recueilli des centaines de j'aime. Les gens ont commencé à partager les captures d'écran sur Twitter, à taguer l'hôpital de ma mère et à traîner son nom dans la boue numérique. Les mêmes amis de la haute société qui venaient de la louer supprimaient maintenant rapidement leurs commentaires et prenaient leur distance avec l'énorme scandale. Des inconnus laissaient des centaines de commentaires, qualifiant ma mère de toxique, d'abusive et de manipulatrice. L'humiliation publique était si intense et écrasante qu'en exactement 2 heures, ma mère a complètement paniqué et a désactivé de façon permanente tout son compte Facebook. Elle a complètement disparu d'Internet.
Mais la dévastation ne s'est pas limitée aux réseaux sociaux. Pendant que ma mère était publiquement massacrée en ligne, mon père faisait face à un cauchemar très réel et tangible à son hôpital. L'article de TechCrunch qui était paru la veille mettait spécifiquement en lumière l'incroyable adversité que j'avais surmontée. Mon cofondateur anonyme, Marcus, avait donné une interview au journaliste où il mentionnait vaguement que j'avais construit EgistChain complètement seul, sans aucun soutien financier ou émotionnel de ma famille médicale très prospère. Il a brossé le tableau d'un gamin brillant qui était complètement ostracisé par ses parents riches. À 16h cet après-midi-là, le docteur Montgomery, le très respecté chef du personnel de l'hôpital de mon père, a abordé mon père dans la cafétéria animée de l'hôpital. Le docteur Montgomery avait toujours été légèrement méfiant à l'égard de l'ego démesuré et des tactiques politiques impitoyables de mon père. Harrison, a dit le docteur Montgomery, sa voix assez forte pour que plusieurs autres médecins de premier plan l'entendent clairement. J'ai lu l'article de TechCrunch sur l'entreprise de votre fils aujourd'hui. C'est une lecture incroyable. Mon père a forcé un sourire raide et mal à l'aise. Oui, eh bien, Julien a toujours été très indépendant. Indépendant ? Le docteur Montgomery a haussé un sourcil, sa voix dégoulinant de sarcasme pur. L'article donne l'impression que vous l'avez complètement coupé des vivres. En fait, ne vous êtes-vous pas assis à cette même table le mois dernier pour nous dire à tous que Julien était un raté sans espoir et au chômage ? N'avez-vous pas dit qu'il ruinait votre réputation ? Il me semble que la seule personne qui ruine votre réputation en ce moment, c'est vous-même, Harrison. Mon père a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Son visage a rougi d'un cramoisi sombre et furieux. Les médecins environnants le fixaient ouvertement, leurs expressions passant du respect à un dégoût profond et indéniable. Dans leur monde, la loyauté familiale et l'héritage étaient tout. Un père qui dénigrait publiquement son fils très prospère par pur ego était considéré comme un terrible handicap. Vous devriez avoir honte de vous, a ajouté froidement le docteur Montgomery avant de s'éloigner. En une seule après-midi, mes parents ont perdu les deux seules choses qui leur tenaient vraiment à cœur dans ce monde, leur image publique impeccable et le respect inconditionnel de leur père d'élite. Leur façade parfaite et riche était complètement brisée, exposant le noyau pourri et toxique qui se cachait en dessous. Ils avaient passé des années à essayer de convaincre le monde que j'étais le méchant de la famille. Maintenant, le monde entier connaissait la vérité absolue, et ils n'avaient absolument aucune idée de comment gérer la réalité terrifiante d'un fils qui était infiniment plus puissant qu'eux. Je n'ai pas célébré ma victoire par une grande fête. Je n'ai pas acheté une flotte de voitures de luxe ni posté de vidéos arrogantes en ligne. Ma vengeance a été complètement silencieuse, entièrement stratégique et infiniment plus douloureuse pour ma famille que n'importe quelle dispute hurlante n'aurait pu l'être. Je comprenais parfaitement que mon père vénérait le prestige et que ma mère vénérait le statut social. J'ai donc décidé d'utiliser ma richesse nouvellement acquise et mon immense influence d'entreprise pour les frapper exactement là où ça faisait le plus mal. J'ai utilisé la philanthropie comme une arme très affûtée. 3 semaines après que l'article de Forbes ait changé toute la trajectoire de ma vie, j'ai initié une série de mouvements financiers massifs. D'abord, j'ai ordonné à la branche philanthropique de mon entreprise de donner 5 millions de dollars nets directement à la prestigieuse université que j'avais fréquentée auparavant. Cependant, j'ai ajouté une stipulation très spécifique et juridiquement contraignante, rédigée par mon avocat d'entreprise. Les 5 millions de dollars étaient exclusivement destinés au programme d'informatique et de développement de la blockchain. Absolument aucun dollar n'était autorisé à passer à la faculté de médecine. J'ai complètement contourné l'institution même que mon père tenait pour sacrée. Mais le deuxième coup a été le coup de grâce absolu pour l'ego démesuré de mon père. L'hôpital privé d'élite de mon père menait actuellement une campagne de financement massive et très médiatisée pour construire une toute nouvelle aile cardiovasculaire à la pointe de la technologie. Ils avaient désespérément besoin de donateurs majeurs. Mon père avait sans aucun doute promis à son conseil d'administration qu'il pourrait obtenir un financement massif de son riche réseau. Au lieu de faire un chèque à son établissement, j'ai publiquement fait don de 2 millions de dollars en équipement médical de pointe et en subvention financière à un hôpital public rival, gravement sous-financé et fortement négligé, situé juste de l'autre côté de la rivière. Je me suis assuré que le communiqué de presse soit repris par les journaux locaux de New York. Le titre disait « Le PDG d'EgistChain, Julien Bellamy, promet 2 millions de dollars pour soutenir l'équité des soins de santé publique. » Le message était assourdissant de clarté pour quiconque prêtait attention dans la communauté médicale. Le fils multimillionnaire refusait de donner un seul centime à l'hôpital d'élite de son propre père,
choisissant plutôt de soutenir leur rival direct de la classe ouvrière. L'humiliation pour le docteur Harrison Bellamy a été absolue. Son conseil d'administration aurait été furieux contre lui. Il leur avait fait perdre un don massif simplement parce qu'il était un père terrible et abusif. Ce don spécifique a été le catalyseur qui a finalement brisé leur fierté obstinée. Ils ne pouvaient plus ignorer mon pouvoir, et ils ne pouvaient plus prétendre que je n'existais pas. Ils avaient besoin de me contrôler, ou du moins, ils avaient besoin de faire croire au public que nous étions à nouveau une famille heureuse et unie pour sauver leur propre réputation en chute libre. Un mardi soir pluvieux, exactement un mois après avoir été mis à la porte du dîner d'anniversaire, l'interphone privé de Montpentouse a sonné. C'était Monsieur Henderson, le concierge en chef incroyablement strict et très professionnel de mon immeuble de luxe. Monsieur Bellamy, la voix profonde de Henderson a crépité à travers le haut-parleur. Je m'excuse pour le dérangement, monsieur, mais il y a un couple dans le hall qui prétend être vos parents. Ils exigent d'être conduits au 62e étage. Ils n'ont pas de rendez-vous. Dois-je appeler la sécurité de l'immeuble pour les escorter hors des lieux? Un sourire lent et froid s'est étendu sur mon visage. Ils l'avaient vraiment fait. Ils avaient ravalé leur immense fierté et s'étaient traînés jusqu'à ma porte. Non, Henderson, ai-je répondu calmement. Faites-les monter, mais assurez-vous que la sécurité se tienne prête dans le couloir. Je me suis dirigé vers l'îlot de la cuisine, je me suis versé un verre d'eau pétillante et je me suis appuyé nonchalamment contre le comptoir en marbre froid. Quelques minutes plus tard, la lourde porte d'entrée de Montpentouse s'est lentement ouverte. Mon père et ma mère sont entrés dans le grand hall d'entrée au plafond élevé. Ils se sont immédiatement arrêtés net, complètement dépassés par l'échelle et le luxe intense de la propriété que je possédais. L'art personnalisé, les vues imprenables sur la ligne d'horizon de Manhattan, le silence absolu de l'espace en haute altitude. Ils avaient l'air incroyablement petits, profondément mal à l'aise et totalement hors de leur élément. Julien, a commencé ma mère, forçant un sourire terriblement faux et tremblant sur son visage alors qu'elle faisait un pas hésitant en avant. Elle tenait une boîte de pâtisserie fantaisie et chère d'une boulangerie haut de gamme, une offrande de paix pathétique. Ta maison est. Elle est absolument à couper le souffle, mon chéri. Pourquoi êtes-vous ici, ai-je demandé, ma voix complètement plate, dénuée de toute chaleur ou affection familiale. Je ne leur ai pas offert de siège. Je ne leur ai pas offert à boire. Mon père s'est éclairci la gorge, essayant désespérément de retrouver son ton autoritaire habituel, mais cela a complètement échoué. Il avait l'air épuisé, les épaules légèrement affaissées. Julien, fils, nous devons parler. Toute cette situation est devenue complètement incontrôlable. Le spectacle public, les dons, cela se répercute très mal sur la famille. Nous sommes prêts à laisser le passé derrière nous. Nous voulons que tu reviennes au dîner de famille. Nous voulons présenter un front uni à la presse. Un front uni, ai-je répété lentement, laissant l'absurdité de ces mots flotter dans l'air lourd. Tu t'es tenu dans un restaurant il y a un mois, entouré de 18 personnes, et tu m'as crié de sortir et de ne pas revenir. Tu m'as traité de parasite. Tu m'as traité de disgrâce complète pour ton héritage. Nous étions justes. Nous étions juste inquiets pour ton avenir, Julien, a menti ma mère avec aisance, ses yeux parcourant nerveusement la pièce immense. Nous ne comprenions pas ton entreprise. Nous essayions de te protéger par un amour vache. Vous n'essayez pas de me protéger, Béatatrice, ai-je dit, abandonnant complètement le titre de « maman ». Elle a tressailli comme si je l'avais physiquement frappée. Vous essayez de protéger votre propre image sociale fragile. Vous ne vous souciez de moi maintenant que parce que ma fortune nette dépasse l'ensemble de votre travail d'une vie et que mon succès met publiquement en évidence votre échec en tant que parent. Vous n'êtes pas venu ici pour vous excuser. Vous êtes venu ici pour faire du contrôle des dégâts. Maintenant écoute-moi bien, Julien, a claqué mon père, un bref éclair de sa vieille colère revenant. Je suis toujours ton père. Tu dois à cette famille un niveau de respect de base. Tu essaies délibérément de m'humilier à mon hôpital avec ce don public ridicule. J'ai posé mon verre sur le comptoir en marbre avec un claquement sec et résonnant. J'ai regardé mon père droit dans les yeux et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une peur sincère et indéniable me fixer en retour. Il a réalisé qu'il n'avait absolument aucun levier. Il ne pouvait pas menacer mon fonds d'études. Il ne pouvait pas menacer mon logement et il ne pouvait pas manipuler mon avenir. Je ne te dois rien du tout, Harrison, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure glacial et dangereux.
Tu as fait ton choix très clairement à ce dîner. Tu as choisi Preston. Tu as choisi ton ego. Tu as choisi ton précieux héritage. Eh bien, tu l'as. Garde-le. Si jamais tu te présentes à mon immeuble sans y être invité à nouveau, je ferai déposer une plainte pour harcèlement massif contre toi par mon avocat d'entreprise, et je m'assurerai que chaque conseil médical de la région des 3 États reçoive une copie du dépôt de plainte. Est-ce que tu me comprends? Ils m'ont regardé en silence, complètement abasourdi. La dynamique du pouvoir avait changé de façon permanente et irréversible. Sortez de ma maison, ai-je commandé, faisant parfaitement écho à ces mots d'un mois auparavant. Et ne revenez pas. Ils se sont retournés et sont sortis par la porte en silence absolu. Il m'a fallu exactement 4 minutes pour démanteler complètement 35 ans de leur contrôle toxique. Alors que la lourde porte se refermait derrière eux, j'ai senti un poids invisible massif se soulever complètement de ma poitrine. J'étais enfin vraiment libre. Les suites de cette confrontation finale aux pentouses ont été magnifiquement, incroyablement calmes. La nouvelle de mon refus absolu de considérer les excuses désespérées de mes parents s'est rapidement répandue dans le réseau familial toxique, et les rats ont immédiatement commencé à sortir du bois, essayant de s'assurer leur propre part du gâteau. Mon frère aîné, Preston, a complètement perdu la tête dans les mois qui ont suivi. Sa jalousie intense et brûlante envers mon statut soudain de milliardaire a complètement consumé sa concentration. Selon l'oncle Roland, Preston est devenu incroyablement erratique à l'hôpital, consultant constamment les nouvelles technologies au lieu de se concentrer sur sa préparation chirurgicale. Quand septembre est finalement arrivé et qu'il s'est envolé pour Vienne pour son discours d'ouverture très attendu, il a complètement raté sa prestation. Il était si profondément distrait et si peu sûr de lui du fait que personne dans notre famille ne se souciait plus de ses réalisations médicales qu'il a bâclé la présentation et a reçu des critiques incroyablement médiocres du Conseil médical international. Son statut d'enfant prodige ne pouvait pas le protéger de sa propre insécurité écrasante. D'autres parents ont essayé de contourner mes parents et de m'approcher directement. Mon cousin Gideon, le même lâche qui fixait son assiette pendant que l'on me mettait à la porte, m'a envoyé un long email servile me demandant un investissement de $50 000 dans une idée de restaurant terrible. Je l'ai supprimé sans lire le 2e paragraphe. Un type nommé Miles, un ancien camarade de classe de médecine incroyablement arrogant qui se moquait bruyamment de moi pour avoir abandonné, s'est soudainement glissé dans mes messages directs LinkedIn pour mendier un poste de chef de projet de haut niveau chez Egist Chen. Citant notre longue histoire d'amitié. J'ai demandé à mon service des ressources humaines de lui envoyer un email de rejet générique standard, notant explicitement qu'il manquait des qualifications de base pour le poste. J'ai systématiquement bloqué chaque parent toxique, faux ami et sensu opportuniste de mon téléphone, de mes emails et de mes comptes de réseaux sociaux. J'ai établi une frontière de fer absolument impénétrable. Si vous ne m'avez pas respecté quand je portais des pantalons de survêtement et que je luttais pour construire mon rêve dans le noir, vous n'avez absolument pas le droit de vous asseoir à ma table quand je porte un costume sur mesure et que je change le monde. Je n'ai gardé que 2 personnes proches de moi de mon passé. Le premier était Marcus, mon cofondateur anonyme, qui s'était tenu à mes côtés dans les tranchées numériques, m'aidant à construire le code qui a changé nos vies. Le second était l'oncle Roland. Fidèle à son caractère, Roland ne m'a jamais demandé un seul centime. Il m'appelait juste une fois par semaine pour parler de baseball, me demander comment je dormais et me dire à quel point il était fier de l'homme que j'étais devenu. Il était la véritable figure paternelle que j'avais toujours méritée. La nuisance toxique de la dynastie Bellamy étant définitivement éliminée de ma vie, je me suis entièrement concentré sur la construction d'un héritage qui comptait vraiment. 6 mois après la parution de l'article de Forbes, je me tenais sur une scène vivement éclairée dans l'auditorium principal de l'université que j'avais autrefois abandonnée. J'étais là pour présenter la toute première série des bourses d'innovation Julian Bellamy, une dotation de $5 millions entièrement financée. Conçue spécifiquement pour soutenir des étudiants brillants et défavorisés qui voulaient construire des technologies disruptives mais qui n'avaient pas le filet de sécurité financier pour prendre des risques massifs. Après la fin de la cérémonie officielle, une étudiante de 20 ans nommée Fiona s'est approchée de moi nerveusement. Elle serrait son certificat de bourse si fort que ses articulations étaient blanches. Elle avait les larmes aux yeux. « Monsieur Bellamy », a dit Fiona, sa voix tremblant légèrement d'émotion brute. « Je voulais juste vous dire merci. Mes parents m'ont dit que je ruinais complètement ma vie en étudiant l'architecture de la blockchain au lieu d'aller en faculté de droit. Ils ont menacé de couper mes frais de scolarité. Cette bourse, vous avez littéralement sauvé mon rêve.
Vous m'avez donné la permission de construire mon propre avenir. J'ai regardé Fiona, voyant un reflet parfait de mes propres luttes passées, de mon propre besoin désespéré de validation qui n'est jamais venu de ma lignée. J'ai souri chaleureusement, je lui ai serré la main et j'ai dit, vous n'avez pas besoin de leur permission, Fiona. Vous n'avez besoin que de votre propre conviction. Continuez à construire. Prouvez-leur à tous qu'ils ont tort. Ce soir-là, je suis retourné à Montpentouse. La ville à l'extérieur de mes fenêtres était une mer tentaculaire de lumière scintillante sans fin. Ma fortune personnelle avait récemment dépassé la barre des 68 millions de dollars, mais les chiffres sur mon compte en banque n'étaient plus la principale source de ma satisfaction. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé une très courte lettre adressée au Dr Harrison et à la Dr Béatrice Bellamy. J'ai écrit, vous m'avez dit que j'étais un échec parce que j'ai refusé de suivre votre scénario. Vous avez exigé que je sauve des vies avec un scalpel pour protéger votre héritage. Mais vous n'avez pas réalisé qu'il y a 1 million de façons différentes de guérir le monde. Vous guérissez avec la médecine. Je construis des systèmes qui protègent l'avenir financier de millions de personnes. Je ne suis pas une honte pour cette famille. Je suis l'évolution absolue de celle-ci. Je vous pardonne votre aveuglement, mais je ne vous laisserai jamais revenir dans ma paix. J'ai relu la lettre 2 fois. Elle capturait parfaitement tout ce que je ressentais. Et puis, avec une profonde expiration purificatrice, j'ai supprimé le brouillon. Je ne l'ai pas envoyé. Il ne méritait pas mes mots. Et il ne méritait pas mon énergie émotionnelle. La vengeance ultime contre une famille narcissique n'est pas une dispute hurlante. Et ce n'est pas un procès. La vengeance ultime est une indifférence radicale absolue. C'est vivre une vie incroyablement massive, joyeuse et très réussie, complètement hors de leur contrôle. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon parcours, c'est ceci. Votre valeur en tant qu'être humain n'est pas déterminée par l'amour conditionnel des membres toxiques de votre famille. Le sang ne donne à personne le droit de vous abuser, de minimiser vos rêves ou d'exiger votre soumission. Vous avez le droit absolu de quitter toute table où le respect n'est plus servi, même si c'est la table du dîner familial. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû partir pour protéger votre propre avenir? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage. Restez fort et continuez à construire votre propre empire.